Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back-Courts et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Romain Leroy, nouvel assistant coach au club du CSP Limoges. Comment tu vas Romain? Tout va bien, un peu entre 2 eaux, entre le retour de compétition et le début de la préparation avec Limoges, mais tout va bien. Très bien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui est Romain Leroy et comment tu en es venu à aimer le basket? C'est long, c'est long, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Comment je suis venu à le basket? C'était une démarche, un petit peu spontanée comme avec pas mal de gens de ma génération, hein. Ça a commencé avec la période pré-JO de Barcelone et avec tout ce qui s'est fait autour de l'arrivée, médiatique de la NBA en Europe, réellement en France, quand ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur, c'était à ce moment-là. Donc je me suis glissé petit à petit dans cette mouvance de mon côté également quand j'étais plus jeune. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai joué un petit peu, j'ai commencé à entraîner assez tôt et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je navigue dans les différentes divisions professionnelles masculines et féminines avec donc un bagage qui s'alourdit ou qui s'épaissit d'année en année, en termes d'expérience. Très bien. Est-ce que justement tu peux un petit peu revenir sur les différents clubs par lesquels tu es passé? Alors ça va être long, mais moi j'ai commencé en club à titre perso, quand j'étais jeune à l'OBCV à Villeneuve-les-Salines à côté de La Rochelle. Heu, je pense que, je dois être un des rares entraîneurs, pour ne pas dire le seul, à être arrivé, où je suis en sortant de l'OBCV, qui était un petit club de quartier qui était très sympa à l'époque quand j'étais gamin. Je suis ensuite passé par UPELA qui est l'actuel Stade Rochelais aujourd'hui. J'ai eu une première expérience en ligue féminine, dans le Nord, dans un club qui a déposé le bilan, sur la fin de saison. Donc ma première saison pro, je l'ai vécue chez les filles. Je suis revenu à La Rochelle 2 ans avant ensuite de passer par Blois, donc là la liste va s'allonger. Par Blois, donc Blois chez les garçons, Clermont-Ferrand chez les filles, Aix-Maurienne chez les garçons, retour à Blois, chez les garçons, Nantes chez les filles. J'ai eu un passage d'une saison en Finlande à Helsinki chez les garçons. J'ai enchaîné avec Boulazac, puis Antibes, puis j'espère que j'oublie rien en route parce que c'est compliqué, puis Strasbourg, puis Limoges, en sachant qu'en parallèle, ça fait maintenant 11 ans, parce que j'ai fait 10 campagnes, que je suis sur les équipes de France jeunes, essentiellement féminines. OK. Ouais, donc effectivement, tu as pas mal bourlingué dans différentes divisions masculines, féminines. Est-ce que tu as eu des modèles? Tu es passé, du coup, tu as pu voir comment ça fonctionnait un petit peu partout, même à l'étranger, en Finlande. Est-ce que tu as des coachs, qui t'ont inspiré particulièrement? Oh, j'ai appris avec la plupart des gens avec lesquels j'ai pu travailler. Heu, j'ai la chance depuis quelques saisons de travailler avec des coachs étrangers. Sans dire que c'est mieux que les coachs français avec lesquels j'ai pu bosser, mais ça m'a ouvert la vision d'un basket, un petit peu plus large que celui qu'on peut pratiquer en France parfois. Et donc là, mes dernières expériences, c'est avec Nicolas Antic qui a un passeport français, mais qui est d'origine serbo-monténégrine à Antibes, qui est une personne de grande valeur avec qui j'ai eu une perspective du basket. Ensuite la Sitiovi, donc le basket finlandais que je connaissais déjà, Luka Banki l'an dernier, Ilias Kanzouris cette année. Donc j'ai des sensibilités diverses, mais après j'ai aussi bossé avec des gens en France, comme Guillaume Quintard, qui était assistant à Roanne et qui a repris Andrézieux, qui m'a appris énormément de choses sur le professionnalisme et sur comment se comporter en tant qu'assistant pro. Manu Queret quand j'étais à Nantes, j'oublie pas Nicolas Faure non plus. Donc chaque personne avec lesquelles, ou même Antoine Michon, qui est aujourd'hui directeur sportif à Limoges, Claude Bergeau, donc chaque personne que j'ai pu croiser en fait m'a donné un petit quelque chose, en termes de contenu, en termes de façon d'aborder le métier, et pas seulement sur le plan technique, hein, sur d'autres aspects également. Donc bon, modestement, j'ai envie de dire que j'ai appris un petit peu avec tout le monde, et tant que je suis moi dans cette démarche d'apprentissage avec tout le monde et je continue à apprendre, mon boulot continue à m'intéresser sans aucun problème. OK. Alors justement, quel est le rôle, on va dire, d'un assistant coach aujourd'hui? Est-ce que tu peux un peu nous décrire quelles sont tes missions? Bah, c'est d'un entraîneur à l'autre, ça va varier un petit peu. Pendant très longtemps, j'étais en charge de toute la partie vidéo et de l'analyse vidéo de l'adversaire. Donc
C'est une tâche qui, en général, incombe de toute façon aux adjoints. Après, il y a plus ou moins de terrain, il y a plus ou moins de gestion de joueurs au cas par cas. Je sais qu'avec la SI, par exemple, à Strasbourg, les 2 premières années, on faisait beaucoup de micromanagement. Donc, on avait tendance à gérer certains joueurs individuellement sur le long terme. En équipe de France, cet été, j'ai pas fait de vidéo du tout. Je me suis occupé de tous les aspects offensifs et de la coordination de l'attaque. C'est aussi des choses différentes. En fait, d'un contexte à l'autre, les missions qui sont liées au rôle, à la fonction seront différentes, puisque tout dépend des attentes du coach, du contexte et puis bah, du nombre de personnes dans le staff aussi, tout simplement. Est-ce que toi, à titre personnel, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui est assez polyvalent, est-ce qu'il y a des tâches ou des missions particulières que tu préfères faire? Non, moi, je suis dans une démarche où ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les joueurs de la meilleure des façons possibles. Comme je dis toujours, hein, le résultat des compétitions, c'est le travail des joueurs, hein. C'est ce que j'ai redit là sur le titre de championne d'Europe que les filles ont su décrocher il y a quelques jours. C'est l'aboutissement du travail d'un groupe. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, je suis là pour accompagner, je suis pas là pour faire plus. Après, je ferai ce qu'on me demande, d'une part, et je ferai aussi ce que je juge utile pour le bon fonctionnement de l'équipe et pour l'accompagnement des joueurs. C'est Il y a un périmètre qui est défini au départ par les rôles et les fonctions de chacun, mais qui n'est pas restrictif, qui n'est pas exhaustif et dans lequel il faut être capable d'exister. La clé de tout ça, finalement, c'est de ne pas laisser l'ego reprendre le dessus, mais comme dans le dessus, pardon, mais comme dans toute démarche de toute façon collective, à un moment, quand l'ego reprend le dessus, ça ne fonctionne pas. Les choses ne peuvent arriver au bout en termes de projet que quand l'équipe est au-dessus de l'individu, même si l'individu permet de faire la différence. OK. Alors, si on s'intéresse à Limoges, club que tu as rejoint à l'intersaison, on peut dire que tu es passé d'un club historique du basket français, la SIG Strasbourg, à un autre monument du basket. On sait que vers la fin de la saison, en général, il y a des rumeurs et des discussions autour des transferts des joueurs, notamment qui commencent. Est-ce que pour le marché des coachs et des membres du staff, c'est un peu pareil? Est-ce que, il y a des discussions en cours de saison? Est-ce que tu peux nous raconter pour toi comment ça s'est passé? Tout est question de réseau. Il y a des choses qui vont se faire très, très tôt. D'autres un peu plus tard. Avec Strasbourg, les choses se sont décantées, tard on s'est qualifié pour les playoffs sur la dernière journée de championnat, grâce au travail remarquable du groupe et qui a cru jusqu'à la dernière minute et puis au final, on a bien fait puisque c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça a repoussé un petit peu les discussions. J'avais à titre perso différentes options sur la table, heu, plus ou moins intéressantes selon les destinations et surtout selon les timings dans lesquels ça se mettait en place parce que ces histoires de timing sont importantes dans le sens où on peut très bien avoir des choses intéressantes en termes de projet, mais pas toujours le temps pour discuter suffisamment, pour aller au fond des choses, parce qu'on est dans un secteur qui reste hyper concurrentiel et au final dans lequel quand tu un projet équilibré sur le plan sportif, sur le plan humain et sur le plan contextuel se présente, il faut parfois pas trop hésiter et c'est vrai que bon, quand l'option de Limoges s'est présentée, pour différentes raisons, j'ai pas réfléchi longtemps parce que ça reste un endroit où je pense que tout entraîneur a envie de connaître une expérience ici parce que c'est une ville particulière qui a un club qui a une aura que d'autres n'ont pas forcément dans cette dimension-là. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien qu'ailleurs, je dis juste que il y a énormément d'histoires ici, on s'en rend compte, hein, de toute façon au quotidien. Et le contexte strasbourgeois était incroyable et très agréable en termes de qualité de vie, sur plein de choses. Le club, une très belle machine, une très belle structure. Ici, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de bon de mauvais contexte, hein, sans paraphraser Édouard Baird. Je pense surtout qu'il y a des projets qui existent et puis qu'il faut tenir compte de la singularité de chaque lieu. Mon ancien agent, là, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, me disait, souvent les présidents ou les directeurs sportifs, viennent te voir et te disent, «Chez nous, c'est très particulier, il faut faire gaffe», mais comme il disait, c'est particulier partout. Donc chaque endroit ses particularités, donc je ne comparerai pas les villes ni les clubs parce que c'est pas à moi de le faire et puis c'est pas mon rôle. Je suis là parce que, un club m'a sollicité pour devenir mon employeur et que j'ai accepté le fonctionnement. Après derrière, moi, à titre perso, je suis très content d'être
contexte comme le CSP parce que voilà, il y a un passé, il y a une histoire, il y a un public, il y a quelque chose et j'ai hâte de découvrir ça. Ouais. Bah, c'est vrai que, Limoges, ça fait résonner, hein, quand on parle de clubs dans le basket français. On sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre, hein, pour les joueurs et le coaching staff vis-à-vis du public qui est extrêmement exigeant et d'ailleurs, bah, Massimo Cancellieri qui fait un peu le chemin inverse de toi puisqu'il a signé à Strasbourg et il en a un peu fait les frais après une belle première saison au CSP. Il était un peu, euh, adulé, on va dire. La saison dernière a été un peu plus compliquée, ça s'est un peu moins bien fini. Est-ce que quand toi, tu reçois une sollicitation du CSP Limoges, tout ce contexte-là aussi avec le public, avec toutes les histoires qu'on peut entendre, est-ce que c'est quelque chose qui met déjà de la pression? Non, moi je m'en contrefous en fait, dans le sens où moi Massimo, c'est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois, notamment sur l'an dernier sur la réunion de pré-saison des entraîneurs en BCL à Francfort qu'on avait eu. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Je l'ai rencontré lorsqu'il arrive à Strasbourg. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que bah, c'est quand même un entraîneur qui a su s'exporter, qui a su apporter des choses à ses équipes. Donc moi, je suis pas le contexte de ce qui s'est passé sur les années d'avant. C'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Moi, ce qui s'est passé avant la saison 2023-2024 à Limoges, au-delà des résultats, des titres, du palmarès et des joueurs emblématiques qu'il y a pu avoir au club, heu, ça ne me regarde clairement pas et ce qui se passera après moi, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis là pour une période donnée, la plus longue possible, bien entendu, parce que quand on se sent bien quelque part, il y a pas de raison de vouloir partir. Après derrière, non, non, moi, tout ce contexte, histoire préalable, fin de saison, résultats et cetera, c'est le cadet de mes soucis. Ça ne me regarde pas parce que c'est pas à moi de juger de ce qui s'est fait avant de toute façon. Ouais, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que dans les années récentes, il y a eu assez peu de stabilité en termes de coaching staff qui sont restés. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui viennent, qui repartent. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut se dire que ça peut être un élément de décision ou pas, si, en fonction, bien évidemment, des aspirations personnelles. Est-ce qu'on a envie de se poser quelque part ou pas? C'est peut-être un peu plus difficile d'imaginer rester dans la durée dans un club comme Limoges où, on le sait, ça change énormément. Ça change énormément, mais parce que il y avait peut-être aussi des causes, externes et internes qui provoquaient ces changements. Moi, les échanges que j'ai pu avoir avec, Ilias Kanzouris, donc le nouveau coach, et avec Kevin Hanstedt, que je connais depuis longtemps, n'allaient pas dans le sens d'une inquiétude particulière pour moi de ce côté-là, parce que c'est 2 personnes qui ont su me convaincre en termes de discours. Parce que dès que j'ai été sur le marché, c'est des sollicitations qui sont venues assez vite. Donc voilà, moi après, encore une fois, c'est pas moi de présumer de ce qui a pu se passer ici, de me dire que ça va être difficile, et cetera, et cetera. Moi, j'ai tendance à dire que quand on travaille, de toute façon, il y a toujours un moment où on est récompensé pour le boulot. Et puis, ben, c'est aussi le risque du métier, c'est qu'à un moment, ben, il faut accepter que, effectivement, quand il y a pas de résultat ou quand ça fonctionne pas, conformément aux attentes, des dirigeants du public, on puisse être un peu tensé. Mais après, j'ai envie de dire, d'une part, c'est que du basket, hein, c'est ce que j'ai tendance à dire souvent. Puis d'autre part, j'ai fait le choix de ce métier, donc je vais pas non plus me plaindre des à côté et des difficultés, inhérentes à la stabilité, à toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'à nous de bosser pour que justement les choses se passent bien et puis pour que ça dure le plus longtemps possible ici. Ouais. Alors, tu as dit justement que tu avais pu discuter avec, Kevin Hanstedt et Ilias, Kantzouris, justement avec qui tu as eu les 1res, discussions et les premières sollicitations? Kevin a joué son rôle de directeur sportif, donc en fait, dans le fonctionnement des clubs aujourd'hui, on a quand même rarement le coach en direct. Ou alors, c'est quelqu'un qu'on connaît tout de suite, qui arrive quelque part et qui sollicite directement. Moi, les premières discussions, je les ai eues avec le directeur sportif. OK. Mais j'ai eu le coach en direct assez vite quand la faisabilité s'est présentée. J'ai eu le coach assez vite au téléphone. OK. Donc comme tu le disais dans ta présentation, tu as pu, énormément travailler avec des coachs étrangers, Nicolas Antic, Lassu Tuovi, Luca Banchi, maintenant Ilias Kantzouris. Quelle différence, je dis pas qu'elles sont bien ou mauvaises, mais quelle différence tu fais globalement entre des coachs français et des coachs étrangers? C'est peut-être un petit peu différent dans la gestion des joueurs, sans dire encore une fois dans mes propos que ce soit mieux ou moins bien. La gestion des joueurs un petit peu différente. L'approche du sentiment d'urgence qui est lié à la performance est un petit peu différent aussi.
Le fait d'être d'un coach étranger à l'étranger, bon, je l'ai vécu, modestement en tant qu'adjoint sur une équipe de première division en Finlande. On a on génère plus d'attentes inévitablement et on génère également aussi peut-être le mot défiance, il est peut-être un petit peu fort, mais hem, on est plus facilement attendu au tournant quand on est coach étranger et c'est sur ces choses-là où j'ai vu notamment l'an dernier avec Luka qui est un on se rend pas compte du CV du personnage. C'est-à-dire que Vincent Collet mis à part, au niveau de l'expérience du très haut niveau européen, il y a pas eu énormément de coachs de son standing en France, ces dernières années, dans des clubs autres que Monaco avec Željko Obradović par exemple avec, Sacha Obradović pardon, ouais, lapsus incroyable. Avec Sacha Obradović, pour moi Željko est encore au-dessus Oui, oui, oui. de dans l'histoire des coachs européens, Željko Obradović, c'est encore un autre niveau, mais non, ouais, le cas de Luka Banchi, quand on a quelqu'un avec un tel CV, bah, on regarde absolument tout et on écoute absolument tout et c'est de l'apprentissage au quotidien. Comme ça a pu l'être avec Nikola Antic qui, on ne sous-estime pas la carrière de joueur qu'il a pu avoir et qui lui apporte énormément aujourd'hui. Heu, Comme à un autre niveau, bah, voilà, quelqu'un comme Lassi, qui était peut-être le plus jeune du lot, mais c'est un ordinateur dans sa façon de gérer l'information, de traiter l'information, d'analyser, ainsi de suite. Donc moi, de tous ces gens-là, j'ai retenu un sens technique et tactique, très pointu et la capacité à avoir le détail qui fait la différence. Chose que j'ai pu retrouver chez d'autres coachs français, hein. Je veux dire, j'ai eu la chance de bosser, 6-7 mois avec Claude Bergeau, à Boulazac où vraiment effectivement il y a je retrouve je re j'ai retrouvé chez Luka des choses que j'avais également connues chez Claude qui est pareil, qui est un grand coach français et qui a fait énormément de choses, comme après, c'est également des éléments que j'ai pu prendre chez Nicolas Faure, chez Antoine. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens toujours sur la même chose. J'ai l'impression de remercier tout le monde, Ouais. pardon, de faire du Michel Drucker, mais je pense que vraiment chaque personne, chaque coach avec lequel j'ai pu bosser, y compris ma collègue Élise Prodhomme cet été, qui nous gère en termes de staff sur l'équipe de France U20 féminine. Je pense que chaque personne avec qui j'ai travaillé, j'ai pris quelque chose parce que on est sur la collaboration, on est parfois sur un système de décision verticale, c'est sûr, mais il y a aussi de l'horizontalité dans le relationnel et dans la collaboration qui fait qu'à un moment, on va littéralement prendre des uns des autres. J'ai bossé, 3 ans à Strasbourg avec Alex Dugény qui était, sport scientist, avec Franck Kuhn qui lui, avec son expérience de prépa physique de l'équipe de France, a vécu des choses et qui est arrivé là comme entraîneur adjoint. Le fait d'être en permanente collaboration avec des gens comme ces deux collègues là qui étaient, eux des experts dans leur domaine, ça m'a aussi apporté d'autres choses. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas de restriction dans ce qu'on peut prendre auprès des gens. Mais effectivement, chez les étrangers, chez les coachs étrangers, il y a une approche, il y a une capacité aussi à prendre de la hauteur qui est un petit peu différente parce que c'est des coachs qui vont pas être, entre guillemets, heu, prisonniers du contexte dans lequel ils arrivent dans les clubs parce que le contexte franco-français des équipes, ils ne le connaissent pas. Ils arrivent en se disant: «Voilà, j'ai entendu parler de ci, de ça et cetera», mais ce qui va les intéresser, c'est le basket et le basket avant tout et c'est aussi en ça que, à un moment, ouais, comme je le dis souvent, c'est que du basket, faut pas reprendre de la hauteur. Mmh. OK. Alors peut-être qu'en France, les fans français connaissent un peu moins Ilias, Kantzouris. Quelle différence, pour l'instant, tu observes justement entre Ilias et Lassi ou Lucas que tu as pu côtoyer à Strasbourg? J'en vois pas énormément de différence dans le sens où, Ilias Kanzouris a travaillé avec Luka Banchi. Donc déjà, je retrouve des choses que je connais et dans l'approche, c'est quelqu'un d'exigeant, de pointu, mais de très bienveillant et c'est souvent ce qui fait la différence. C'est-à-dire que, Luka l'an dernier, nous a parfois, quand je dis nous, c'est joueurs et staff autour de lui, nous a entraînés avec lui, nous a parfois poussés, au-delà de ce qu'on aurait pu générer normalement, mais avec tellement de bienveillance et d'envie de réussir, on se doit de suivre. C'est-à-dire que même les jours où on est un petit peu
en questionnement ou parfois tout simplement complètement cuits parce que le fait de jouer Coupe d'Europe l'an dernier et les enchaînements de matchs avec la Coupe de France, ainsi de suite, ça a été beaucoup. Même si on est arrivé qu'en demi-finale de la Coupe, on a quand même enchaîné les choses. Malgré tout, le fait d'avoir quelqu'un qui, dans sa gestion, est bienveillant, ça entraîne et ça fédère. Et je retrouve ce côté-là chez Elias aujourd'hui où très exigeant, très pointilleux, le pied doit être là, la main doit être là. Mais par contre, à côté de ça, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose au niveau humain qui fait qu'on a envie de suivre, de toute façon, dans tous les cas. Et ce côté fédérateur, et ce côté, c'est ni plus ni moins, on va dire un gros mot, c'est ni plus ni moins du leadership, en fait, hein, de manière très simple. Ce côté fédérateur fait qu'à un moment, on avance, en fait. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question parce que je parle trop là. Mais... Non, non, très bien, très bien. Est-ce que tu considères Ilias aussi exigeant que peut l'être Massimo Cancellieri, qui était aussi un sacré personnage, très sulfureux, très démonstratif, mais aussi assez exigeant avec ses joueurs? Je m'excuse, un problème de lentille de contact. C'est bon, ça a passé. Moi, j'ai jamais vu Massimo travailler. Donc je vais pas préjuger ou juger ou me permettre de commenter ce qu'il fait. Je sais que c'est quelqu'un qui est très rigoureux, et j'ai pu avoir des échanges avec lui sur le sujet, sur sa façon de bosser et compagnie. Mais encore une fois, je peux pas me permettre de comparer les gens à partir du moment où j'ai pas travaillé avec eux. Et encore une fois, à partir du moment où c'est pas mon rôle, en fait, tout simplement. Donc, 2 coachs avec lesquels j'ai bossé, oui, je peux éventuellement faire des comparaisons. Là, c'est pas mon rôle. Ok, pas de souci. Du côté des joueurs, maintenant, on peut dire que le recrutement, enfin, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cet effectif. Seuls Nicolas Lang, Lucas Hegolin et Wojni, je vais l'appeler comme ça, sinon je vais écorcher son nom de famille, sont toujours dans l'effectif. Comment on crée une alchimie en collectif en l'espace de un peu plus d'un mois? La clé, en fait, et c'était un petit peu ce que faisait Nicolas Alberani à Strasbourg aussi dans son rôle de directeur sportif, reste d'arriver à identifier et à trouver des joueurs, sur lesquels on a suffisamment de garanties sur le plan humain pour être sûr que ça se passera bien. Au moins dans les premières semaines, dans la création du groupe. Et c'est ce que Kevin et Ilias ont fait, en allant chercher des joueurs, que ce soit pour les joueurs français ou les imports qu'ils ont signés, faire en sorte d'avoir des garanties sur les personnes, de façon à très vite pouvoir se mettre au boulot, en sachant que le contexte est sain au départ. Ok. Pour moi, c'est une des clés aujourd'hui. Signer des joueurs sans se renseigner sur eux, c'est une hérésie. Il y a encore des clubs qui le font et on voit ce que ça donne parfois. Signer des joueurs qui peuvent parfois être entre guillemets «à problème», en se disant qu'on est plus fort que les autres et qu'on saura les gérer, ça ne marche jamais. C'est pareil, hein, les cimetières sont remplis de héros de ce côté-là. Donc le travail, il a été fait essentiellement sur les garanties humaines, la volonté du joueur d'être là, et les aspirations du joueur aussi, et sur le plan collectif et sur le plan individuel. Parce que bon, faut pas se leurrer, ça reste du sport pro. Le but de chaque saison, c'est de mieux manger la saison suivante. Donc dans l'idée, on sait aussi que les joueurs sont dans des démarches de projets individuels, et c'est justement la clé, c'est de faire coexister un projet individuel et un projet collectif, de façon à ce que les 2 parties s'y retrouvent et que, bah, à la fin de la saison, soit on continue parce qu'on peut se permettre de le faire économiquement, soit si on ne continue pas, c'est parce que le joueur a mieux ailleurs et beaucoup plus ailleurs, et dans ce cas-là, ça veut dire que le travail aura été réalisé. C'est une démarche vertueuse qui fait que parfois, quand on permet à des joueurs régulièrement de franchir des caps, les agents sont moins regardants sur certains tarifs et sûrement plus ouverts pour mettre dans tel ou tel club avec tel ou tel coach ou tel directeur sportif, des joueurs, entre guillemets «à développer» ou à exposer, parce qu'on sait que ce sera bénéfique. C'est clairement la situation qui nous arrive avec Strasbourg la première année avec Bondy Colson, où on signe Bondy Colson un petit peu miraculeusement, on le récupère sur le deuxième marché, fin août, début septembre. Bon, sans rentrer dans la réalité des chiffres, Bondy Colson a fait une très belle affaire financière, entre chez nous et le club suivant, et puis surtout une très belle affaire sportive, parce qu'aujourd'hui Bondy, c'est un joueur d'Euroleague et il joue aujourd'hui au niveau qui est le sien. Alors je dis pas que c'est grâce au travail fait à Strasbourg, mais le parcours qu'on a eu avec Strasbourg la première année où il s'illustre, il finit pas, je pense, MVP La BCL, ouais. de la BCL et du championnat, comme ça, gratuitement, sans raison, si tu veux. Donc voilà, je pense que quand on fait les bons choix de recrutement, comme c'est pour tout, il y a des marges d'erreur aussi, mais quand on fait les bons choix de recrutement et que les personnes
conforme à ce qu'on a, le résultat après derrière, il dépend que du terrain et on rentre dans la glorieuse incertitude des compétitions sportives et des facteurs non maîtrisables après derrière. Ouais. Très belle équipe, hein, d'ailleurs, avec Bonzi Colson, avec Ish Wainwright aussi maintenant qui est du côté de Phoenix. Et puis je crois que le meneur c'était Brandon Jefferson, donc ça faisait Absolument. vraiment un très très gros trio Ouais, mais offensif. puis une base JFL autour qui était quand même bon, des joueurs comme Léo, comme JB Maille, comme Yanis Morin. Voilà, on avait des mecs autour qui étaient câblés et qui étaient dans la démarche de ce qu'on voulait. Après, les jeunes joueurs ont apporté aussi. Je veux dire, ça a été une démarche collective très intéressante cette première année Strasbourg et fondatrice sur beaucoup de choses. Ouais. Alors, si on revient sur la pré-saison, en général, quand on pense à la pré-saison, on pense au travail physique des joueurs pour être prêts pour le début de la saison. On oublie peut-être aussi un petit peu que c'est une période où le staff, justement, doit apprendre à se connaître, a beaucoup de travail. Il faut se découvrir pour être performant aussi sur la manière de travailler entre les membres du staff sur toute la saison. Comment vous travaillez justement ce collectif de staff pendant la pré-saison? Bah, ça se régule en fait au fil du temps, au fil des matchs et au fil des entraînements. Enfin, l'exemple le plus récent que j'ai en mémoire, c'est la préparation, toute la phase de préparation qu'on a eue avec l'équipe de France U20 féminine, où on était trois coachs à se connaître avec autour un staff élargi, mais qui n'avaient jamais bossé ensemble. Donc il a fallu, ben, on s'est servi des matchs amicaux aussi pour se réguler, pour s'auto-évaluer, pour voir où étaient nos erreurs et nos points forts, nos points faibles, pour voir comment on pouvait optimiser les choses. Même chose sur les entraînements. Sauf que sur une équipe nationale, il faut faire ça sur un temps court de 2 semaines et demie, et apprendre à se connaître pour être prêt pour la compétition. Pour le club, en club, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'on a 5, 6 semaines en général, mais ça passe par prendre un petit peu des situations d'entraînement, échanger, se confronter, beaucoup discuter aussi sur où on veut aller, sur ce qu'on veut faire, partager les ressentis, et puis les matchs amicaux après permettent de réguler aussi le travail et les rôles de chacun. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est-à-dire que, pour paraphraser mon collègue que j'avais en équipe nationale, la préparation, c'est pas que pour les joueuses, pour les joueuses ou pour les joueurs, on est aussi nous entraîneurs en prépa et on apprend à travailler. Chaque histoire est différente et bon, comme on m'a toujours dit, une préparation, vous jouez tant de matchs amicaux, vous allez avoir tant d'histoires différentes à gérer et 2 préparations ne se passeront jamais de la même façon, donc il y a toujours des choses à apprendre. À titre perso, c'est pas la partie de la saison que je préfère parce que ça manque de compétition avec enjeu, à mon sens, mais c'est un ressenti personnel, mais ça reste très intéressant pour se connaître et savoir où on va aller. Souvent les premiers ressentis et les premiers constats qu'on fait sont ceux qu'on va garder pour la saison. Nicolas Antic avait cette phrase où il disait: «Problème premier jour, problème dernier jour», et très vite, on se rend compte que les petites lacunes, heu, collectives, techniques, tactiques ou même sur le relationnel qu'on peut avoir au départ, c'est des choses qu'on traîne toute la saison et les problèmes qu'on ne résout pas au départ, c'est les problèmes qu'on va traîner toute la saison. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter justement quels vont être les membres du staff du CSP Limoges cette saison? Alors c'est très international, puisque donc, on a un coach principal qui est grec, un entraîneur adjoint, l'autre entraîneur adjoint qui reste, qui était l'an dernier, qui est allemand, Dominique Günther. On a un préparateur physique qui arrive de Pologne et un kiné, qui est allemand également. Donc on est vraiment c'est l'Europe à Limoges, très clairement, mais sur un staff pareil, qui était construit de la même façon que l'équipe, avec des gens qui voulaient bosser ensemble et les garanties humaines. Donc, l'architecture du staff entourant l'équipe pro, c'est ça. Et au-dessus de nous, donc il y a Kevin Hanstedt, le directeur sportif. OK, donc vous serez 2 assistants coach. Justement, Ouais, comment vous avez commencé à définir un petit peu les rôles? Toi, tu sais un petit peu quelles vont être tes missions principales? bah, on ne joue qu'une compétition par semaine cette année. Il y a pas de coupe d'Europe, donc ça permet de diluer un petit peu tout le travail d'analyse et de scouting. Donc on s'est réparti cette partie-là. C'est-à-dire que moi, pendant 3 ans à Strasbourg, j'ai fait, tout le travail vidéo, des adversaires en championnat et en BCL, donc ce qui représente quand même un petit volume de travail. Là, n'ayant pas de coupe d'Europe, on s'est réparti les rôles et les missions un petit peu différemment. Après, le reste va venir à l'usage parce que comme on est toujours en période de rodage et en pré-saison, le fonctionnement des semaines types qu'on aura pendant l'année
n'a pas encore été mis en place. Après, je pense qu'il va y avoir de l'entraînement, du travail individuel, des choses comme ça à rajouter par-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, la seule chose qui a été clairement établie, c'est le fait de séparer un petit peu les responsabilités sur le travail lié à l'adversaire. OK. Non, si on parle un petit peu plus, sportivement de la saison qui arrive, on sait que Limoges, a un certain standing. On peut qualifier la saison précédente de peut-être pas de décevante, mais de pas suffisante au regard des Mhm. ambitions que peuvent avoir, les supporters notamment. Là, au vu du recrutement du CSP, des moyens aussi forcément que le club possède et du recrutement de la concurrence, à quoi on peut s'attendre justement raisonnablement de la part du CSP pour la saison à venir? Bah, c'est toujours assez compliqué. Moi, comme j'ai tendance à dire, je suis pas dirigeant, donc fixer des objectifs, c'est pas forcément mon job. Puis là, personne n'a vraiment joué à l'heure actuelle, donc il est difficile de se situer. Je pense malgré tout qu'il va y avoir, comme d'habitude, sur le championnat, deux, trois équipes qui seront un petit peu devant en termes de locomotive, et qu'après ce sera, je pense comme tous les ans, très ouvert, sur, on va dire, les spots, 4, 4-10, 4-11, 4-12, et que ça ne se jouera à rien. Enfin, pour l'avoir vécu l'an dernier, avec Strasbourg, du moment où Luca Banchi a pris l'équipe en main, après 8 journées de championnat, on est troisième au classement sur la seule période où lui était là. Heu et on se qualifie en play-off sur la dernière journée, littéralement presque au buzzer, parce que ça se joue sur la Ouais. prolongation de Nancy à Gravelines. Donc aujourd'hui, dire qu'on pourra finir 6, 7, 8, 9, 5 ou 4, enfin peu importe, c'est très compliqué parce que le championnat est tellement dense, que la visibilité est assez réduite. La seule chose, c'est que je pense qu'au vu des premiers jours d'entraînement et connaissant un petit peu la division, on est une équipe qui sera compétitive pour jouer un rôle. Lequel après, c'est toujours pareil, on est 18 sur la ligne de départ. Sur les 18, je pense que 12 voire 13 visent les playoffs, pour pas dire plus. Donc je trouve c'est toujours un peu présomptueux de dire: «Ah bon, on peut jouer top 4, on peut jouer le top 5». Et puis c'est pas moi Ouais. qui le dirai de toute façon. Je pense malgré tout que l'équipe est construite pour pouvoir, gagner des matchs, faire plaisir aux gens ici, et puis surtout, heu être, difficile à jouer. OK. Et sans parler d'objectifs, justement, à l'inverse, est-ce qu'il y a des éléments qui feraient que enfin, pour quelles raisons vous pourriez être déçu à la fin de la saison? Ah bah, on ne sait pas encore à quoi ressemblent les adversaires, donc c'est le principal problème. Heu, c'est c'est jamais simple, encore une fois, de se situer, parce qu'on sait que c'est dense. J'ai vécu, très longtemps la Pro B, où, entre la descente et la dernière équipe qualifiée en play-off, il y avait parfois 2, 3 matchs d'écart. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être déçu? Bah, inévitablement, c'est d'être, en dessous de ce qu'on espérait, nous, naturellement, par rapport à l'équipe. Et ça, après, c'est le calendrier qu'on a est pas forcément très facile au départ. Puis il faudra voir, encore une fois, comment évoluent nos adversaires et comment se comportent nos adversaires avant de se projeter totalement. OK. Est-ce que tu as quand même une petite prédiction sur, qui pourrait être le nouveau chouchou de Beaublanc, mis à part Nicolas Lang, cette saison? On a eu peu d'entraînements collectifs, donc si on me repose la question après 2-3 matchs amicaux, peut-être. Mais on n'a pas eu assez d'entraînements collectifs encore pour que ça se dégage vraiment, et pour que, voilà, je me dise qu'effectivement il peut y avoir quelque chose de public. L'an dernier, c'était allé plus vite parce que on avait en la personne de Marcus Keane un scoreur invétéré, et bon, à Strasbourg, il y avait toujours un petit peu comment dire? D'attrait pour ces joueurs-là, même si je sais que Léo Cavalier et JB, par exemple, étaient pour d'autres raisons liées, aux valeurs et à ce qu'ils dégagent, des joueurs que le public aimait beaucoup. Léo a toujours son fan club d'étudiants, dans la salle Aurelius. Mais non, ici, là, à l'heure actuelle, je j'ai pas encore d'idée particulière. En OK. tout cas, Nicolas Lang va très bien, que le public se rassure, Ouais. et il met des tirs, il y a aucun problème. Est-ce que ça peut être la saison de l'explosion pour Lucas Hugolin?
Lucas a montré des belles choses l'an dernier. Il a fait un Eurocamp à Trévis qui était assez intéressant. Donc, on espère que le temps aidant et l'expérience allant avec, le fait de connaître un nouveau coach également, que tous ces facteurs-là lui permettront de repasser un cap encore une fois, parce que clairement aujourd'hui, c'est le cas des deux Lucas, hein, Beaufort et Hugolin. Pour les deux, ce sont des jeunes joueurs qui ont vraiment des qualités pour s'exprimer pleinement dans la division. Ils l'ont montré l'un et l'autre l'an dernier par séquence. Et aujourd'hui, c'est des variables importantes parce que pour le cas de ces deux joueurs, s'ils passent le cap et qu'ils sont au niveau de ce qu'on pense par rapport à eux, ça peut être une vraie plus-value et une vraie valeur ajoutée pour l'équipe, dans les deux cas. Au-delà de ces 2 joueurs, donc il y a eu 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment a été construit l'effectif et surtout pour coller avec quelle philosophie de jeu? La philosophie de jeu, on a un coach grec, donc on se douter que ce sera peut-être pas forcément l'équipe la plus douce à jouer. Après, la volonté était d'avoir des gens capables de défendre. Pardon, et on n'a rien réinventé, hein. Des gens capables de défendre, des gens capables de jouer avec des valeurs collectives et puis un axe 1-5 qui tienne la route. Heu, voilà, puis des profils aussi qui soient pas forcément tous similaires et qui soient complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le secteur intérieur, on a des joueurs qui peuvent jouer ensemble et qui n'ont pas tous les mêmes profils. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir comparer Chassang, Chitou et Doolittle ou Wojciech quand il jouera sur le poste 4 également. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont complémentaires dans leur jeu. OK, Donc un peu de complémentarité, un petit peu de polyvalence et puis plaisir d'offrir, joie de recevoir et tout ira bien. très bien. Alors comme tu le disais, hein, la ligue est dense. Cette saison, il va y avoir 3 descentes. Toi, à titre personnel, quel est ton avis justement sur ce passage de 18 clubs à 16 clubs? Bah, moi, je suis pas dirigeant de club, je suis pas élu à la ligue. Je suis modestement élu au syndicat des coachs. Dans un sens, le fait de perdre 2 clubs dans la division, bah, ça fait des jobs en moins pour les joueurs comme pour les coachs, comme pour les salariés administratifs. D'un autre côté, je suis partagé parce que je vois les 2 comment dire? Les 2 faces de la médaille ou de la pièce, je sais pas comment on dit, enfin bref, tu m'as compris. Ouais. Hem, D'un côté, j'ai vécu le calendrier Coupe d'Europe qui est surchargé avec des clubs qui, pour certains, n'ont pas toujours joué le jeu en calant des matchs, de manière, un petit peu improbable, sur des horaires qui étaient uniquement liés, pas du tout liés à la télé, mais uniquement là parce qu'on jouait avec nos armes et le calendrier en était une visiblement. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça un petit peu moyen à titre perso en termes d'équité sportive. Quand on est en Coupe d'Europe, on nous a également sollicité parfois avec Strasbourg, pour aller jouer, sur des délais très courts, 48 heures après l'autre bout du pays et cetera et cetera. Donc dans la perspective d'être européen, 4 journées de championnat en moins, bah, ça fait quand même, des choses un peu plus faciles à gérer au niveau calendrier. Mais d'un autre côté, faut pas non plus oublier que le basket est un sport de ville moyenne. C'est pas un sport de grande métropole et qu'à un moment, bah, les clubs ont le droit de citer aussi et d'exister. Donc j'ai pas vraiment d'avis tranché, partagé. Dans un sens, je peux comprendre les gens qui veulent défendre, le fait de rester à 18. Je pense que passer à 20 en Pro B est une connerie phénoménale parce qu'on va délayer le niveau alors qu'on l'a déjà fait en National 1 et que je pense que trouver 20 clubs économiquement qui tiennent la route et qui proposent des structures suffisantes pour des jeunes joueurs, pour des coachs, et cetera en Pro B, ça me paraît compliqué. Mais bon, bref, encore une fois, je suis pas décideur. Mais par contre, voilà, le passage 16 ou le statu quo à 18, je suis partagé parce que voilà, alléger le calendrier, ça peut être bien, mais est-ce que le problème de fond, il est pas aussi sur la conception des calendriers? On peut se poser la question. Je suis pas encore une fois, moi, je suis ni gardien de gymnase, ni dirigeant de club, ni élu. Puis c'est mon avis d'abord, c'est pas celui de mon club, ni celui de mes employeurs, ni celui de ma corporation. Je pense juste dommage que des gens perdent des jobs potentiellement, sur ces choses-là. Mais il y a un problème de fond qu'il faut résoudre, qui est celui du calendrier, qui est celui des passes droits, qui est aussi sur les calendriers à certains moments.
Ouais. Et tu mentionnes effectivement la Pro B à juste titre. Faut aussi rappeler que, avec cette règle-là, il y aura le 15e et donc avant-dernier donc de première division qui sera ajouté aux playoffs des Pro B et c'est vrai qu'avec ce fonctionnement-là, on a l'impression que petit à petit, on se tourne vers une ligue quand même plus ou moins Alors, fermée. cette histoire je sais pas comment ils appellent ça, de play-off, de play-down et compagnie, c'est une hérésie, une connerie sans nom. Parce qu'à un moment, on va mettre sur le même plan une équipe de Pro A qui a un règlement spécifique pour ses joueurs étrangers, Mmh. avec des équipes de Pro B qui ont un règlement différent pour les joueurs étrangers. J'ai du mal à comprendre le sens du truc, enfin, voilà, le sens de je comprends pas le sens de l'histoire de ce côté-là. C'est-à-dire que soit on se dit: «On fait 3 descentes, une seule montée et basta», mais une espèce de tambouille de fin de saison, on va balancer une équipe de Pro A, dans des playoffs de Pro A. On va me dire: «Oui, ça s'est fait par le passé, certes, mais bon, le basket, il a évolué depuis» et ça, moi, je trouve ça, ouais, je sais pas, je vois j'ai du mal à me représenter, à comprendre l'intérêt. Ça à l'époque où ça s'est fait, alors ça remonte, hein, mais à l'époque où ça s'est fait, la ligue a souvent tâtonné sur ces formules de play-off. Il faut savoir qu'à une époque, les play-offs étaient élargis aux meilleures équipes de Pro B. C'est-à-dire OK. que les meilleures équipes de Pro B participaient aux play-offs de manière globale. C'est une gigantesque usine à gaz. J'ai d'ailleurs vécu à l'époque à La Rochelle un rugby à la Graveline, d'anthologie où, voilà, c'est l'époque où la Pro B participait. Il y a eu cette histoire de barrage, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais les réglementations, entre le nombre d'étrangers autorisés en Pro A et en Pro B étaient différentes et beaucoup plus proches. Là, aujourd'hui, il y a un monde d'écart. Donc je ne vois pas comment, sur un strict plan sportif, heu, on peut se dire que c'est une idée, cohérente et intéressante au-delà du fait de, une énième fois, permettre à une équipe qui aurait raté sa saison de se sauver par le biais de quand j'étais en ligue féminine, la bataille de fond de beaucoup de clubs et beaucoup d'entraîneurs, c'était d'œuvrer pour un passage sur des playoffs à 8. Parce qu'avant, il faut savoir qu'en ligue féminine, c'était les 4 premiers qui se jouent entre eux, puis les 4 suivants qui se jouent entre eux, puis les 4 derniers qui jouaient pour pas descendre. Et le fait de pouvoir maintenir ce statu quo, de ne pas faire de playoff à 8, c'était aussi pour permettre à une équipe qui se serait, entre guillemets, un petit peu gaufrée pendant l'année, de ne pas se réexposer ou justement de ne pas risquer de jouer le titre sur un moment où on va se retrouver à Mmh. être éliminé par le 7e, par le 6e, ainsi de suite. Les playoffs sont dans le sens de l'histoire du basket et ça fait partie culturellement de ce qu'est le basket pro, hein. Ça, il y a pas de secret. Par contre, cette histoire de play-down et ces usines à gaz et ces passages à 20, à 2 poules et ainsi de suite, pour moi, c'est anecdotique et je pense qu'en termes de lisibilité et je sais pas, de capacité à vendre un produit, je ne vois pas comment on va expliquer à des gens en fin de saison sur le plan médiatique ou sur le plan journalistique. Alors voilà, donc il y a des playoffs qui se font, donc ça permet à une équipe de Pro B de monter, sauf si l'équipe de Pro A qui descend gagne les playoffs, mais l'équipe de Pro A part avec un temps d'avance, puisque comme elle vient de Pro A, de toute façon, elle a plus d'étrangers. Bon, voilà. C'est sûr. J'ai l'impression que, c'est aussi fait pour, aller vers le sens d'une ligue toujours un petit peu plus fermée avec, des clubs de première division qui se rapprochent de grosses métropoles et effectivement des clubs de Pro B qui soient plutôt de l'ordre de villes petites ou moyennes, Ouais, enfin des grosses métropoles en Pro A, il y en a combien? il y en a pas énormément. Pas encore. Et bah, pas encore ou enfin même de manière globale, des grosses métropoles en Pro B, il y en a combien? Ah, en Pro B, il y en a quasiment pas. Il y a quelques Bah, grosses quelques il y a il belles y a villes, Na mais il y a Nantes ouais. qui est sûrement la peut-être, en termes de compromis géographique, économique et compagnie, une des villes les plus attractives de la division. Est-ce qu'on peut considérer Antibes, ça reste une petite ville, même si c'est près de Nice et compagnie. Mmh. Lille? Il y a Lille, mais qui a des difficultés aujourd'hui et j'ai pas la sensation que les pouvoirs publics soient vraiment, dans une démarche de pouvoir aller vers le haut au niveau économique avec la Lille. Donc cette histoire de grande métropole, en fait, enfin, c'est un fantasme. On a vu à Bordeaux que ça n'avait pas pris plus que ça et que ça ne prenait pas. On a vu à Marseille que malgré les tentatives, intéressantes de Fos ces dernières années de délocaliser, même s'ils ont fait des matchs pleins au Palais des Sports de Marseille, c'est pas forcément parce un endroit où ça tient. Lyon à l'Asvel de manière historique, mais après Toulouse, il y a un projet, mais pour l'instant, ça ne prend pas plus que ça. On va voir après derrière si, à l'instar de ce qu'a fait le Stade Rochelet, le fait d'être adossé maintenant au Stade Toulousain, ça permet au club de monter. Mais
Globalement, enfin, historiquement, culturellement, quand on s'est un peu intéressé à l'histoire du basket et d'autres l'ont fait mieux que moi, on sait très bien que le basket, c'est à l'origine, c'est les patronages, c'est les instits dans les écoles, et c'est dans les petits patelins, et c'est des villes de moyenne importance. Aujourd'hui, le basket français, c'est pas. Enfin, ça va sonner un peu passéiste ce que je vais dire, mais le basket français, c'est pas Bordeaux, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. Le basket français, c'est Chalon, c'est enfin Chalon-sur-Saône, hein, voilà, c'est Le Mans, c'est des villes de moyenne importance. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'habiter à Strasbourg, mais c'est un cas quasi unique en fait de grandes villes comme ça. C'est voilà, la réalité économique du basket, il me paraît difficile, ou alors il faut partir sur un principe de franchise et tout révolutionner, ce qui ne fonctionne pas non plus. On l'a vu avec les wildcards il y a quelques années. La réalité économique et sociale du basket français, c'est que c'est un sport de ville moyenne, point. Alors, oui, il y a des oui, il y a un beau projet sur Paris, sans aucun problème, mais derrière, c'est un cas sur beaucoup. Ouais, je pense que tu prêches beaucoup de convaincus. Moi, pour commencer, hein, je suis né à Roanne et j'habite maintenant à La Rochelle et je suis très content de voir aussi du basket réussir dans ces villes de taille relativement modeste. Ah bah, Roanne, c'est un parfait exemple. C'est comme une ville qui a pu aller jusqu'en Euroleague, à un moment, mais parce qu'il y avait quoi? Il y avait toute une petite ville derrière, que c'est un club qui a su faire les choses pour se structurer à l'époque et pour arriver à construire des équipes qui étaient incroyables pour le la réalité. Enfin, tu connais le contexte mieux que moi, pour la réalité économique et pour la réalité, géographique Ouais, de Roanne, on était au-dessus de toute espérance pour une ville de petite moyenne importance comme ça. Ce qu'a fait le duo président-coach à Roanne à l'époque, avec, bon, Jean-Denis avec son staff qu'il avait autour, les joueurs qu'ils ont su mettre ensemble et ainsi de suite. Surtout en sachant d'où repartait Roanne au départ et où était le club quand il a repris. Arrive en Euroleague, voilà, c'est une belle histoire, mais le problème, c'est que le basket français, il y a plein de belles histoires comme ça. Je veux dire, Limoges, à l'origine, ça reste une, sans que ce soit péjoratif, hein, une petite préfecture de province qui a été championne d'Europe. Le basket français, c'est ça. c'est ça. Quoi qu'on en dise, c'est ça, même si on aimerait tous, et moi le premier, encore une fois, j'étais à Strasbourg l'an dernier, on aimerait tous être dans des villes de 2, 3, 400 000 habitants, qui vivent, qui sont dynamiques, et cetera. Sauf que la réalité, c'est pas ça. Et la réalité des gens qui viennent nous voir, parce que ça reste du spectacle sportif, les gens qui viennent nous voir, bah, c'est une réalité qui est différente, et je pense qu'il faut tenir compte de ce qu'est le public qui vient nous voir, surtout. Tout à fait. Alors pour terminer, j'ai 2 questions pour toi. Peut-être que la première va pas être facile puisque la préparation commence juste, les matchs amicaux, vont commencer, mais sur le reste du recrutement en Betclic Elite, pour toi, quelles équipes peuvent faire la surprise? On va parler du papier, hein, puisque forcément on a vu personne jouer, mais est-ce qu'il y a pour toi, il y a des favoris qui se dégagent ou des équipes surprises qui pourraient faire les playoffs alors qu'on les attend pas forcément? Ah, des équipes surprises, je sais pas. Je sais que Monaco, de toute façon, sera difficile à aller chercher. Nanterre s'est fait un très bel effectif. Après quelques années de tâtonnement, là, je pense que le club a fait tapis pour la dernière de Pascal Donadieu. Ça va donner quelque chose d'intéressant parce que c'est une équipe, moi j'ai le souvenir du Nanterre qui se partage la balle, qui court, qui joue en première intention et qui joue un basket dangereux pour ses adversaires. Donc voilà, si on peut retrouver un petit peu de ça côté Nanterre, ce sera très bien. Sans blessure, ce Euh, serait pas mal, oui. Sans blessure, ce serait pas mal. Attention Paris Basket, parce que pour avoir joué Bonn l'an dernier en BCL, Thomas Issalo est un des coachs en vue au niveau européen aujourd'hui. Il a littéralement dupliqué son système, parce il est venu avec tout son staff, avec énormément de joueurs de Bonn et la volonté de recréer ce qu'il a fait, qui est un basket qui se rapproche un peu de ce que je faisais moi avec la SCI à Strasbourg, qui est assez proche de ce que fait Tenerife, pour ceux qui ont l'occasion de regarder un peu de BCL avec Chus Vidoreta, qui est un entraîneur espagnol qui est vraiment très intéressant à suivre aussi. Donc, moi, je pense que Paris peut être une équipe intéressante parce que le fait de proposer un jeu un petit peu atypique ou un petit peu différent, de toute façon, ça peut être un facteur de réussite. C'est ce qu'a fait Massimo Cancelleri ici il y a 2 ans, en arrivant avec une façon de défendre qui était plus très conventionnelle pour le basket français, une façon de jouer qui est un petit peu différente, un peu ce que j'ai vécu avec Luca Banchi l'an dernier aussi. C'est-à-dire que la nouveauté fait que, ben, c'est imprévisible, donc c'est dangereux.
Après derrière, je pense qu'il y a quand même malgré tout, d'autres équipes comme Bourg, comme d'autres qui seront pas loin. Il faut voir comment la mayonnaise va prendre avec Roanne, si je te fais une réponse de Normand, mais Ouais, ouais, ouais. derrière Monaco et de manière logique l'Asvel, parce que c'est l'autre équipe d'Euroleague, je pense que c'est très ouvert, très, très ouvert. Et pareil pour toi, pour le maintien? Est-ce que, il y a un noyau de 4-5 équipes qui va se battre? Enfin, de toute façon, il y a 3 équipes qui vont descendre, mais est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui, de fait, vont jouer le maintien? Ou alors est-ce que c'est là aussi, ça va être homogène et entre les playoffs et les équipes qui vont jouer le maintien, on peut s'attendre à 1 ou 2 victoires, maximum? Je pense qu'on va se retrouver comme l'année dernier sur un championnat qui va être dense jusqu'à un certain moment et puis arrivé en janvier-février, ça va faire 2 tiers puis 3 tiers. Quand je dis tiers, c'est pas tiers au sens propre, mais c'est un anglicisme, hein. C'est, un championnat à 2 voire à trois groupes après derrière. J'ai ma théorie sur le sujet qui dit que de toute façon, comme tous les ans, une grosse équipe va se gaufrer et va être en difficulté et puis une équipe qu'on n'attend pas, de toute façon, va rentrer dans le top 8. C'est toujours pareil, ça arrive tous les ans donc reste à être la bonne des 2 si jamais ça nous arrive à nous de toute façon. Mais il y a toujours une équipe qui va surperformer et une qui va sous-performer. Heu, c'est un petit peu ce qui au final, malgré un effectif cohérent, mais un petit peu miné aussi par des choses hors terrain, s'est retrouvé en difficulté sportive, une bonne partie de la saison. Comme d'autres se sont maintenus vraiment sur le fil à la fin. Voilà, je vois personne en difficulté et puis c'est encore une fois, c'est surtout pas moi qui vais mettre le doigt sur telle ou telle équipe en disant: «Non, non, eux, ils vont galérer» parce que je sais qu'à tel endroit, ce que je vais dire, hein, et puis on va m'attendre là-bas. Donc non, non, je rentrerai pas dans le truc. Je dis juste que pour moi, certes, il y a toujours une équipe qui performera plus qu'à ne le doit et une qui sous-performera. Après derrière, j'ai envie de dire que la logique financière, elle est toujours très relative parce que, entre la réalité de ce qui se dit, la réalité des papiers et les faits, il y a parfois la différence au niveau financier chez beaucoup de clubs. Ouais, ouais, normal. Et pour finir, donc dernière question, à titre individuel, est-ce que tu aspires à redevenir coach principal à l'avenir? Et si oui, est-ce que tu as eu récemment des propositions pour l'être? Bon, ça fait longtemps, la dernière fois que j'ai été coach principal, c'était quand j'étais sur des équipes de centre de formation. Heu, je vois en fonction des opportunités parce que, comme je dis souvent, j'ai énormément de collègues qui ont voulu être coach à tout prix. Ça a duré 6 mois et puis ça a pataugé un peu derrière. Donc je pense que, ben, parfois il faut forcer le destin et parfois il faut essayer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais la seule manière de s'évaluer à haut niveau, c'est la durée et moi, à titre perso, je suis là depuis une vingtaine d'années, donc c'est que mon boulot doit satisfaire les gens qui m'emploient d'année en année. Après, c'est pas une question de manque d'ambition ou autre. Si un jour on me propose un spot pour être numéro un, bah, je réfléchirai, bien sûr à prendre ce spot ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'exister dans la durée plus que de manière éphémère sur un shot ou sur un job où ça va durer 6 mois, un an et demi. Puis après derrière, c'est boîte de garage et on retrouve pas dans la foulée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la capacité à durer, donc c'est le plus intéressant. OK, super. Bah, merci beaucoup pour, ton honnêteté, pour tous ces propos et pour cet échange. Je te Pas remercie, de puis je te quoi. souhaite une très bonne saison, au CSP Limoges. Merci. Merci pour l'accueil. De rien.